Didier, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez écrit dans une de vos récentes notes que 2020 s'annonçait, au contraire de 2019, comme une année d'inflexion potentiellement majeure pour les marchés. Ça devrait signifier qu'ils vont enfin choisir une direction. Oui, mais laquelle? Alors, d'abord, être bien conscient du fait qu'on est effectivement depuis 6 mois dans des marchés sans tendance. J'entends parfois l'idée que 2019 a été une année formidable, etc. C'était une année formidable de janvier à avril. Aujourd'hui, sur tous les marchés, on est au même niveau qu'au mois d'avril, sauf le monde émergent où on est encore plus bas qu'au mois d'avril. Donc il n'y a plus de tendance. Pourquoi il n'y a plus de tendance? Simplement parce que les marchés sont limités à la hausse par le fait que le cycle économique a continué de se détériorer, un niveau d'incertitude politique au sens large importante, les négociations sino-américaines, la menace du Brexit, etc. Mais en revanche, limité à la baisse parce qu'il y a d'une part à tout moment la possibilité pour Donald Trump de faire halte au feu et de résoudre ce problème d'incertitude sur le commercial, et d'autre part, toujours cette idée que les banques centrales, ou au moins la Banque centrale américaine, peut à un moment donné ouvrir son filet de sécurité et réduire la baisse. Ce qui fait que les marchés sont à peu près dans un couloir depuis 6 mois. Et ce qui me semble arriver sur 2020, c'est la fin de ce schéma-là, c'est-à-dire que d'une part, les incertitudes politiques devraient être effectivement levées rapidement, à la fois sur le Brexit et à la fois sur les négociations commerciales entre la Chine et les États-Unis. On voit bien que Donald Trump a compris que ces tensions ne payaient plus. La diplomatie des tarifs douaniers montre un peu ses limites. Donc je pense que Et puis il souhaite se faire réélire. Voilà, exactement. Donc je pense que ce risque-là disparaît. Donc c'est un élément important de 2019 qui va disparaître. Et dans le même temps, on a en revanche un cycle économique, et c'est une des grandes nouvelles de 2019 quand même, un cycle économique qui est marqué principalement par le fait que finalement les États-Unis sont tirés vers le bas, donc finissent par ralentir également à cause du reste de l'économie mondiale. Mais alors, si on a justement un cycle qui s'époumonne et puis des banques centrales qui sont au soutien, est-ce que tout ça ne se neutralise pas et est-ce qu'on ne va pas connaître la même stase que ces 6 derniers mois? Alors, tout est possible, naturellement. Il me semble tout de même qu'on arrive un petit peu à la fin de l'exercice et que beaucoup va vraiment dépendre de la réaction de la seule entité dans le monde aujourd'hui qui a des munitions, des marges de manœuvre, c'est la Banque centrale américaine, absolument. Alors, les marchés sont souvent faits de paradoxes. Il y en a un là qui me semble vraiment intéressant pour 2020, c'est la chose suivante. Je disais à l'instant que ce qui s'est passé en 2019, pour un économiste, le point essentiel, c'est que finalement, après que les États-Unis aient eu cette capacité de résister à la pesanteur, si j'ose dire. L'Europe ralentissait, la Chine ralentissait, les États-Unis continuaient d'avoir une croissance solide parce qu'il y avait eu cette réforme fiscale qui soutenait l'économie américaine. Le grand événement économique de 2019, c'est que finalement, l'économie américaine a ralenti fortement, rejoint le reste du cycle. Alors, la conséquence de ça est vraiment assez intéressante. Pourriez vous dire, c'est une très mauvaise nouvelle parce que ça ajoute ce ralentissement américain au ralentissement global. Mais le bon côté des choses, si je puis dire, c'est que l'un des problèmes, et 2018 était un de ces cas typiques, où l'économie américaine allant mieux que le reste du monde, la Fed n'était pas particulièrement encouragée à être très accommodante. Elle n'avait pas de justification à l'être dès lors que l'économie américaine allait bien. Désormais, l'économie américaine allant nettement moins bien, étant finalement retombée sur un pied d'égalité avec le reste du monde, la Fed, soudainement, enfin petit à petit plutôt, se retrouve dans une situation où elle peut justifier de devenir beaucoup plus accommodante. Donc ce n'est pas une très bonne nouvelle pour les États-Unis. Mais c'est un mal pour un bien pour les investisseurs. Et pour les investisseurs et pour le reste du monde surtout. Le monde émergent en particulier, qui a beaucoup souffert en 2018 de cette dureté de la politique monétaire américaine, qui avait soutenu le dollar, qui avait, rappelez-vous, 2018... Oui, parce que le dollar, c'est le facteur clé aussi du comportement des marchés en 2018. Absolument, et en particulier le monde émergent. Souvenez-vous, tout début d'année, la Banque centrale américaine, la Fed, annonce sa politique de réduction de la taille de son bilan, donc l'équivalent de vraiment un durcissement de politique monétaire. Dans la foulée, presque immédiatement, l'Argentine explose en vol, puisque c'est typiquement l'économie qui a besoin de dollars, donc quand vous lui retirez des dollars, elle suffoque. C'était vraiment le sous-jacent qui est parfois sous-estimé de cette crise de 2018. Si
Ce qui semble être le cas aujourd'hui. C'est pour ça que 2019 va être très différent. Si la Fed retourne véritablement la tendance sur sa politique monétaire, sous plusieurs formes, hein, ça peut être des réductions de taux d'intérêt, mais de manière plus importante, voilà, repartir d'une forme plus ou moins déguisée de quantitative easing, c'est-à-dire de rachat d'obligations, à court terme, à moyen terme, à long terme, il faudra voir, ça peut évoluer. Là, c'est vraiment un facteur décisif complètement différent de ce qu'on a eu jusqu'à présent, qui pourrait emmener au moins le dollar dans une direction opposée, parce que ça fait 2 ans qu'il monte, hein, à cause de ce phénomène de politique monétaire. Donc ça serait bon pour les émergents? Ça serait bon en particulier pour le monde émergent. Et le commerce mondial d'abord. Le commerce mondial, et dont le monde émergent est bien entendu très, très dépendant. Et puis tous ceux qui sont endettés en dollars, si j'ose dire. Donc quelque chose qui peut véritablement changer de direction, mais il est vrai qu'il est tôt pour le dire, parce qu'il se passe 2 choses. La première chose, il reste à voir si la Fed va effectivement complètement renverser la tendance de sa politique monétaire. Et puis l'autre question dont il va falloir discuter dans les prochains mois pour 2020, c'est l'évolution du risque politique. Parce que d'un côté, on peut raisonnablement penser que ce risque politique qui a été avec nous depuis 18 mois, c'est-à-dire les relations sino-américaines et le Brexit, ça devrait être relativement derrière nous. Mais on arrive en 2020 dans un risque politique nouveau, qui n'a pas existé jusqu'à présent, qui est qu'est-ce qui va se passer sur les élections présidentielles américaines. Or, il se trouve là que émerge véritablement dans le camp démocrate une candidate, Elizabeth Warren, tout à fait crédible, hein, qui a de bonnes chances de remporter les primaires démocrates, c'est pas encore sûr, c'est pour ça qu'il va falloir attendre. Et qui a un programme qui tranche par rapport à ce qu'on avait déjà connu. Hein. Voilà, qui tranche énormément avec le programme de Donald Trump, c'est-à-dire qui consiste, pour résumer, mais ça sera intéressant bien sûr de rentrer dans le détail de son programme économique, qui consiste à dire grosso modo qu'il faut faire revenir le balancier qui a été trop en faveur des marchés, des plus riches, des entreprises, etc., et revenir beaucoup plus vers le consommateur, le salarié. Elle envisage même un impôt sur la fortune. Oui, exactement. Et puis une augmentation même des taux d'imposition sur le revenu. Donc ça peut avoir des conséquences absolument considérables sur les marchés. C'est pour ça que je vous dis, sur 2020, il me semble que cette espèce d'équilibre sympathique entre risque et menace s'écarte largement et peut amener les marchés à vraiment prendre une direction forte. Alors, une direction très bien, mais alors vous insistez sur la politique monétaire que pourrait conduire la Fed, qui pourrait être un catalyseur plutôt positif finalement, mais on entend beaucoup et avec de plus en plus d'insistance, des critiques à l'égard de la politique menée par les banques centrales, des critiques qui se focalisent sur leur inefficacité de plus en plus criante aux yeux de certains. Est-ce que finalement, même si la Fed se montre à nouveau dispendieuse, prodigue, est-ce qu'on va avoir un véritable impact hors le dollar? Oui, alors, en Europe, c'est encore pire qu'aux États-Unis. C'est-à-dire que la première étape, c'est ce que vous dites, se rendre compte qu'il y a une espèce de loi des rendements décroissants qui fait qu'il faudra en faire de plus en plus pour un effet de plus en plus faible. Ça je pense que c'est avéré. Hein. Il est normal, une fois que les taux arrivent à 1,5 ou 2%, qu'on ne peut plus faire grand-chose pour aider les emprunteurs. Mais on arrive, en Europe en tout cas, au point suivant, qui est que ça devient carrément contre-productif. Et ça, c'est assez majeur. Et si on raisonne un petit peu à moyen terme, il faut vraiment l'avoir en tête. Quand vous baissez les rendements sur l'épargne, dans un premier temps, ça encourage la consommation, parce que l'épargne rapporte moins, donc autant le dépenser, jusqu'au moment où vous avez tellement baissé la rémunération qu'en fait, il faut épargner davantage pour avoir quand même un minimum de revenus de votre épargne. Et à un moment donné, en fait, à force de baisser les taux d'intérêt, en fait, le taux d'épargne se remet à augmenter. Et vous savez très bien que c'est un petit peu le problème typiquement d'un marché financier. Si vous vous retrouvez avec une augmentation d'épargne, la consommation va baisser, la croissance, etc. Donc il est clair que ça devient contre-productif. Ayez bien à l'esprit que malheureusement, on n'y peut rien, mais l'Europe est dans une situation quand même sensiblement pire que les États-Unis. Et on est en Europe dans une situation où l'écrasement de la courbe des taux d'intérêt, les taux d'intérêt négatifs très importants sur la partie courte des courbes, fait que la vie devient impossible pour les banques, devient très dangereuse de plus en plus pour le secteur de l'assurance. Et donc là, il est clair qu'il va falloir passer à autre chose, d'où le message d'au revoir de Mario Draghi. Avec plus qu'un appel du pied au gouvernement pour prendre le relais. Exactement. Alors si ce n'est qu'en Europe, vous avez
On le sait bien, hein, l'Allemagne qui pourrait mais qui ne souhaite pas, et le reste de l'Europe, surtout du Sud, qui souhaiterait mais qui ne peut pas. Et donc là aussi, on va C'est un peu avoir la quand même quadrature un du vrai cercle. souci. Hein, Ouais, c'est pour ça que la situation de l'Europe en 2020 me semble quand même assez préoccupante. Imaginez qu'en plus la politique de la Fed fasse baisser le dollar et donc que l'euro s'apprécie, ce serait quand même un souci supplémentaire. Donc, en matière d'inflexion, on peut encore redouter une direction baissière. Ah oui, absolument, absolument. Il faut vraiment s'attendre à ce que 2020 ne soit pas un long fleuve tranquille. Dans ces conditions, est-ce que finalement, alors que les banques centrales sont encore au soutien, que les taux d'intérêt sont écrasés, du côté des actions, le plus simple, le plus évident, même si les valorisations commencent à inquiéter, ce n'est pas encore une fois de se reporter sur la croissance visible? Oui, je pense qu'on est durablement rentré dans une période de faux départ, c'est-à-dire qu'on peut très bien imaginer que sur certaines périodes, qui à mon avis ne vont pas durer très longtemps, les marchés se disent bah, ça y est, il va falloir repasser une relance budgétaire et que donc les valeurs cycliques en profitent, le value retrouve un petit peu de son brillant, pour retomber derrière sur le constat que malheureusement les tendances séculaires sont très fortes, démographiques, surendettement, inflation très, très faible, et que par conséquent, quand vous êtes dans ces schémas-là, vous devez effectivement, en construction de portefeuille, ne pas tomber dans le piège d'aller vous mettre dans les cycliques sur l'argument des valorisations et se rendre compte qu'on ne va pas sortir d'une croissance faible séculaire très, très rapidement. La nouveauté sur 2020, c'est que s'ajoutera, me semble-t-il, à ce raisonnement de construction de portefeuille, la nécessité aussi de gérer la direction des marchés, parce que je ne pense pas qu'on reste en 2020 à l'intérieur de ce canal bien rassurant dans lequel on est depuis le mois d'avril. Du côté des taux, qu'est-ce qu'il faut faire? Puisque là encore, si les banques centrales continuent à déverser de la liquidité, à faire des achats, pourquoi remonterait-il, hein? Oui, alors, exactement. On peut difficilement imaginer qu'avec une économie faible et des banques centrales qui continuent de faire la seule chose qu'elles savent faire, essayer d'appuyer sur les taux d'intérêt, on les voit mal remonter beaucoup. Et en revanche, on ne les voit plus non plus baisser beaucoup, vu le niveau auquel ils sont arrivés. Donc on rentre là aussi dans une phase un petit peu de... Mais on se disait la même chose il y a 2 ans, hein. C'était une grosse erreur, hein, parce que depuis 2 ans, les taux ont encore énormément baissé. Quoi, hein. Et absolument, c'est Voilà. ce que je veux vous dire. Oui, mais il y a 2 ans, les banques centrales étaient encore avec des munitions, ce qui est nettement, par définition, 2 ans plus tard, beaucoup moins le cas. Donc on arrive quand même au bout de l'épure, ce qui fait que pour un particulier, il y a raison de se dire, finalement, surtout en Europe, il n'y a plus de marché obligataire. Qu'est-ce que vous allez acheter qui vous présente un bon rendement risque? C'est la mort un peu du marché obligataire. Pour un investisseur professionnel, heureusement, ce n'est pas encore tout à fait la même chose, parce que l'investisseur professionnel ne va pas simplement se dire, faire un choix binaire, je suis investi dans une obligation ou je ne le suis pas, mais il va se dire, est-ce que telle obligation est plus chère qu'une autre? Est-ce que la partie courte ou la partie longue de la courbe est plus intéressante? Est-ce que les obligations émergentes vont mieux faire que les obligations européennes? Donc ils vont faire beaucoup de ce qu'on appelle les relative trade, hein, vraiment des positionnements qui ne sont pas simplement directionnels, mais qui sont relatifs. Donc pour un investisseur professionnel, le monde obligataire permet encore de générer la performance. Pour un particulier, ça devient beaucoup plus difficile. Bon. On attend donc avec impatience 2020, puisque là, selon vous, on va avoir une direction. Reste à savoir laquelle. Didier, merci. Merci.